Bon, je me remets, je viens voir ma petite maman chérie, qui me sourit, et puis ma petite main droite est en train de s'approcher du visage de maman. Eh bien, nous constatons que cette maman, qui a un visage qu'elle vit comme assez ingrat, eh bien, cette maman vient de signifier à son bébé « ne touche pas mon visage ». Au fond, mon visage va défigurer, si j'ose dire, en faisant le jeu de mots, visage défigure, va défigurer mon amour pour toi, et tu vas pas me voir tel que je t'aime dans le fond de mon cœur. Donc ne me touche pas, ne me regarde pas. Et alors, regardez, elle se détourne, elle dit « mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il ose faire ?» De manière très discrète, elle le gronde. « Tu ne dois pas toucher au visage de maman. Tu ne dois pas toucher à maman. Parce que maman ne se sent pas assez belle pour toi. » Alors vous me direz, j'interprète rapidement, qu'est-ce qui permet de dire ça? C'est tout le contexte, on la connaît depuis des semaines, etc. On sait que le problème est profond. Alors c'est le départ. Oui, ça y est. Donc, est-ce que vous vous sentez prête? oui, enfin, j'ai envie de rentrer à la maison, c'est sûr. L'essentiel de la thérapie se joue là, dans les entretiens quotidiens avec les psychologues. Ce qui se dit et ce qui se voit en vidéo permet à l'équipe et aux mères de comprendre où se cachent leurs blessures de maternité, dans leur enfance, leur passé de petite fille ou les rapports avec leurs parents. Et comprendre, c'est déjà commencer à soigner. Ludivine est un peu nerveuse, car aujourd'hui elle quitte le service après 17 jours d'hospitalisation. Catherine aussi sort demain. Elle s'est réconciliée avec elle-même et va enfin pouvoir retrouver son mari, chez elle, à 500 km de là. Ludivine, elle, habite en région parisienne. Elle pourra revenir en consultation si elle en ressent le besoin. Regarde. On ne repart pas guéri, mais avec les clés pour comprendre et construire une vraie relation avec son enfant. Au revoir, bon courage pour la suite. Eh ben, vous, pareillement, hein, parce que là, on ne servira peut-être pas. Oh, pardon. Ah, il babouille un peu. Comme il y a du vent, il n'aime pas ça. Vous me dites, hein? Allez. C'est bon? Allez, on sourit. C'est bon. Dos à dos. On préfère toujours les histoires qui finissent bien. Mais si les mères n'osent pas dire leur mal-être, si elles n'en parlent à personne, si elles pleurent en silence sans jamais être entendues, ne risquent-elles pas de s'en prendre à elles-mêmes, ou pire, à leur enfant? Quelques jours plus tard, nous avons retrouvé Ludivine chez elle. Désormais, Romain joue tranquillement avec son grand frère. Il ne réclame plus sa maman comme avant. La parenthèse de cauchemar semble bel et bien refermée. Mais avec le recul, Ludivine met des mots très durs sur ce qu'elle a vécu avec son fils. Eh oui, eh oui. J'avais vraiment envie de passer par la fenêtre. Même, en fait, ce qui m'avait conduit à appeler le docteur Delassus, c'était parce qu'un jour, justement, comme ça, où il était en colère, où il pleurait beaucoup, moi, j'arrivais plus à gérer la situation et j'avais voulu lui donner une claque, quoi. Et alors là, je me suis dit non, ça va plus, quoi. C'était vraiment à ce point-là. Je crois que si ça n'avait pas été aussi fort et aussi violent, je ne sais pas si j'aurais pris le téléphone et si j'aurais demandé de l'aide, quoi. Bien que ça n'allait pas depuis déjà quelques temps. Ça a été l'élément un peu Ah déclencheur. oui, ouais, ça a été vous vraiment... avez dit, il y a quelque chose Voilà. qui ne va pas. Je me suis dit qu'à partir du moment où j'étais capable de passer à l'acte, c'est que j'avais besoin d'aide. Et donc, oui, là, on peut parler d'être nuisible. C'est-à-dire que, à la limite, je comprends que certaines mères puissent passer à l'acte à un moment donné parce que vous êtes dans une souffrance telle
Et un désarroi face à des pleurs d'un enfant qui ne s'arrête pas et qui sont tellement stridents que malheureusement, je crois qu'on peut faire des choses vraiment terribles, quoi. Si la maltraitance surgit, c'est qu'il est déjà trop tard. Ici, on en voit peu. On travaille en amont, dans la prévention. Ce que l'on voit, ce sont plutôt les 1001 tracas du nourrisson, les coliques, les petites maladies chroniques. Signe parfois que le bébé somatise. Stéphanie est arrivée depuis quelques jours, persuadée d'être en dépression depuis sa grossesse. Et puis il y a eu cet accouchement difficile et la séparation avec Emma, partie en néonatologie et qu'elle n'a pas pu voir pendant les 2 premiers jours. Aujourd'hui, Emma va voir pour la première fois la pédiatre du service. Avec ses 2 parents. Les pères sont toujours les bienvenus pour voir leur épouse et leur bébé, mais aussi participer aux soins. Elle soulève un petit peu sa tête quand vous la changez. Oui. Oui. Ce qui inquiète le docteur Dutré, c'est qu'Emma ne grossit pas assez pour un bébé de 2 mois. Stéphanie est infirmière. Dans la vie, c'est plutôt elle qui soigne les autres. Alors ses angoisses, elle s'épuise à les cacher à sa fille. Les problèmes d'alimentation d'Emma ne sont-ils pas le signe que le bébé, au contraire, s'en aperçoit très bien? Ces petits détails, les pertes de poids, les troubles du sommeil, ne forment-ils pas tout un langage des nourrissons pour exprimer une difficulté dans l'échange avec leur mère? Je vais te rendre à ta maman. Je vais te redonner à ta maman pour que ta maman puisse t'habiller. Voilà. Hein? Elle est là. Petit poussin. Coucou. Voilà. Est-ce que pour vous, du coup, le temps du biberon, de l'allaitement devient quelque chose que vous appréhendez? Un petit peu, oui. Comme si vous redoutiez un petit peu d'avoir à aborder ce temps-là. Emma est un bébé très éveillé, mais certains enfants peuvent présenter des symptômes très graves. Retard de développement, absence d'éveil, jusqu'à se fermer au monde, faute d'y avoir rencontré leur mère. Ça te plaît, ça, Rachel? Ouais. Il y a des enfants qui vont jusqu'à ce qu'on appelle, nous, faire des régressions fétales, c'est-à-dire véritablement fermer les écoutilles, disparaître en plongée, comme s'ils avaient besoin de retourner d'où ils viennent, parce que le monde, pour eux, ne leur dit rien. Alors, ils peuvent en mourir, n'est-ce pas? Donc, il y a des enfants qui meurent, hein, ou qui sont susceptibles de mourir par défaut de naissance psychique. Stéphanie s'occupe très bien de sa fille, mais les biberons sont pour elle une véritable épreuve. Ah oui, là, ça finit un peu en bataille. Hein. Mais c'est vrai que le matin, effectivement, c'est très rare qu'elle se lève pour donner un biberon. C'est difficile pour elle de commencer la journée en donnant un biberon. Et moi, elle n'avait pas conscience. Moi, c'est une dame qui est arrivée ici en n'ayant pas conscience des difficultés qu'elle pouvait avoir avec sa fille. En fait, elle est arrivée pour elle parce qu'elle allait mal et qu'elle pouvait, de son malaise, retransmettre quelque chose à sa fille. Donc, à chaque fois que moi, j'aborde les choses avec elle sur les éventuelles difficultés qu'elle pourrait avoir avec sa fille, elle est dans la dénégation la plus totale. Alors, déjà, j'ai constaté qu'avec Françoise, en consultation pédiatrique, elle avait pu déjà aborder des petites choses où c'est difficile pour moi de donner le biberon. Donc vous, et c'est ça l'intérêt de travailler en équipe, c'est-à-dire que moi, je peux travailler une face et de l'autre côté, la difficulté peut apparaître et elle peut après venir en parler. Une semaine plus tard, Stéphanie va beaucoup mieux. Quant à Emma, elle a pris 350 grammes. Dis donc, c'est bien ça. Avant son séjour ici, Stéphanie avait tout essayé. Les antidépresseurs et même un passage en hôpital psychiatrique, sans aucun résultat. Mais ici, il n'y a rien d'autre à faire que réfléchir. Alors on avance vite. Stéphanie ne parle déjà plus de dépression, mais de communication. Waouh, le grand bébé! Waouh! C'est vrai que moi, j'avais l'impression de ne pas avoir de problème de communication. Mais Emma, maintenant, elle s'exprime un peu plus, par les pleurs, tout ça. Donc je sais que non, j'étais pas, on va dire, experte en la matière. Et oui, ici,
j'ai affiné, j'ai pu en discuter. Et en fait, on se rend compte qu'on fait passer beaucoup de choses à l'enfant. Et ça, on ne le sait pas forcément. Et donc, comme on m'a appris ici, il faut tout leur dire, leur expliquer. Pas avec un ton tragique, bien sûr, mais quand on est triste, qu'on a envie de pleurer, moi, j'avais tendance à me cacher d'Emma pour pas qu'elle le voie. Et ben, ici, on m'a expliqué que non, qu'il fallait qu'elle le sache, lui dire bah, maman elle est triste, mais ça va passer. Donc oui, on évolue quand même sur la communication. J'ai évolué, oui. C'est le début de l'été. Hélène est toujours là. Cela fait maintenant 5 longs mois qu'elle est hospitalisée en maternologie. Son mari vient la voir tous les jours. Elle a passé plusieurs week-ends chez elle. Mais elle ne se sent toujours pas prête à rentrer à la maison. Malgré tout, pas à pas, elle avance dans la rencontre avec son fils. Je vais voir. Et on va voir si tu es beau, mon cœur. Hein, on va voir si tu es beau. Regarde. On s'imagine qu'être une bonne maman, c'est s'occuper non-stop de son enfant. Et il y a des moments où on ne peut plus donner. On ne peut plus. Moi, je sais que les après-midi, par exemple, je confie à Axel, je le confie aux infirmières. Et je me repose, moi, pendant 3 heures, parce que toute cette thérapie fatigue énormément. Et c'est vrai que tout donner depuis le matin à son enfant, n'être qu'avec lui, il y a un moment où on sature. Et pour le moment, moi, je suis encore trop... c'est encore fragile, donc j'ai ces 3 heures qui sont un laps de temps pour moi. Et je me repose et on se retrouve encore mieux après. J'ai l'impression maintenant de me laisser vivre et de plus essayer de trouver de recettes ou de conseils dans les livres. Maintenant, je vis ma vie avec mon fils et mon mari et comme on dit, Inch'Allah, on verra. Mais je me sens prête à la connaître, cette vie, alors qu'elle me faisait peur terriblement et que j'ai même voulu ne pas la vivre. Avec le soir, viennent les angoisses. C'est l'heure où les mères ont droit à leur dose de sommeil artificielle. Est-ce que la Tarax, je le prends tout de suite? Le repos est vital, parce que demain, il faudra encore recommencer. Les biberons, les bains, les couches. Chaque journée est une somme de petites victoires, et pour les remporter, les mères ont besoin de toute leur énergie. Au revoir. Tu fermes derrière nous? Oui. Allez, au revoir. Au revoir. Tu laisses ça? Ah oui, tu le laisses, c'est pour demain matin. Il est 21h. Les infirmières s'en vont. Sauf une. Elle veille sur le service endormi. Chaque bébé dort dans sa propre chambre à côté de celle de sa mère. Mais aucune ne se lève jamais. C'est l'infirmière qui gère les biberons et les crises de larmes nocturnes. Bébé pleure, maman n'entend pas, et c'est très bien comme ça. Elle est là pour se reposer. La nuit lui appartient. Et puis un jour, les heures sombres s'éloignent. C'est l'histoire de Nadège et Eva, l'histoire d'une renaissance. Nadège est une mère de famille heureuse. Elle a un mari, une jolie maison et 3 enfants qu'elle adore. Eva, la petite dernière, qui a 3 ans, Johan, qui en a 8, et un grand-fils déjà adolescent. Elle aime la vie, Nadège. Elle la savoure même. Parce qu'elle sait quel goût amer elle peut avoir. Cette maman si malheureuse, c'était elle. Et ce bébé absent, au regard figé,